Donc, nous allons ouvrir la 8e séance du séminaire de Patrick Vallas sur le stade du miroir. Patrick. Bon, À vous. alors le stade du miroir qui inaugurera ensuite le montage du graphe du désir, qui sera pour la prochaine séance, et puis ensuite le passage du symptôme au symptôme. Comme ça, on bouclera l'année sur un cycle, et l'année prochaine, on verra ce qu'on va faire. Alors, disons que depuis l'interprétation des rêves jusqu'à son abrégé de psychanalyse, qui a été commencé à rédiger en 1938 et qui n'a jamais été achevé, Freud a toujours souhaité que les instances psychiques ne soient pas prises en termes d'épiphénomènes ou même substantivées. Il souhaitait qu'elles soient rapportées aux images que l'on trouve dans les appareils optiques. La référence pour lui, c'était effectivement l'appareil photographique. Lacan a répondu à ce vœu avec son stade du miroir qu'il a produit en 1936, texte dont on ne dispose pas parce qu'il ne l'a jamais remis au Congrès. Par conséquent, il en a redonné une version écrite en 1949. Alors, il faut faire très attention parce que, en fait, le stade du miroir, c'est une analogie qui permet de se repérer et qui présente aussi l'inconvénient, forcément, comme toute image, de nous fixer dans une espèce d'intuition imaginaire qui fait rater en fait tout le raisonnement qui concerne la structure de cette machinerie qui est centrale pour la compréhension de notre sujet. Alors, c'est ce qu'il dit en gros: s'il est vrai que la perception éclipse la structure, infailliblement, un schéma conduira le sujet à oublier dans une image intuitive l'analyse qui la supporte. Alors, il précisera que cette machinerie, qui a des règles de fonctionnement, n'est pas la structure, c'est une analogie. Ce n'est que dans le montage meubien de l'affaire, alors j'en dirai un petit mot aujourd'hui, qu'on touche à la structure telle que lui l'a définie. Seulement là, en 1949, il n'en disposait pas encore. Alors, la paternité de ce stade du miroir n'est pas rapportée à Vallon comme régulièrement l'envoie à Lacan. Il se reconnaît, lui, chez Boisse. Boisse a produit à la fin du XIXe siècle un travail sur un schéma optique qui s'appelle en gros Optique et photométrie dite géométrie, qui avait été publié en français en 1947, donc au retour de la guerre, et probablement il y avait un texte qui existait en 1936, en 1931. Est-ce que Lacan l'a lu? Il n'en fait pas mention. Alors, je vais vous présenter ce stade du miroir de la façon la plus simple possible. Il ne faudra pas chipoter parce que c'est simplement un repérage dans la structure. Voilà. C'est comme pour les nœuds borroméens, c'est comme pour toutes les structures que Lacan débat ou expose. Il ne faut pas trop chipoter, il faut se laisser un petit peu porter par ça parce que ça permet de dialoguer. Alors, deux départs. Après je vous montrerai la petite machinerie que vous aurez la possibilité de manipuler pour que vous reteniez définitivement le truc, parce que c'est relativement simple. Au départ, vous avez ici le père, vous voyez là où vous êtes, non? Vous avez le père, et ici, vous avez la mère. C'est pas compliqué, qui ont une relation, et chacun est emporté par un désir, que je vais vectoriser comme ça,
est comme ça. Donc ils conçoivent un enfant à partir d'un désir, et ça détermine ici un champ où apparaîtra justement l'enfant qui viendra au monde. On en parle avant qu'il soit conçu, on imagine des tas de choses pendant la grossesse, et quand il arrive, eh ben, on essaye de le faire coller à peu près à l'idéal qu'il pouvait représenter. Hein? Alors ça, c'est le premier temps. Le stade du miroir, ça va commencer. Il y a un premier temps qui est celui que je vais vous exposer là. On a ici, comme c'est sur mon petit schéma ici, un miroir concave. Un miroir concave, un plan. Et disons que dans le champ déterminé par le désir des parents, va apparaître un enfant, c'est-à-dire une présence d'un corps. Hein, voilà. L'enfant d'abord c'est un corps vivant qui est là et qui vient au monde, et il est probable que sa venue au monde, c'est pas simplement une venue au monde d'un sujet, c'est aussi probablement, ça détermine la venue de son être corporel. Hein. C'est sûrement déterminant, et ça pose d'ailleurs des questions au niveau de ce qu'on appelait la mort subite du nourrisson. Il n'est pas exclu que ces nourrissons meurent, parce que pour des raisons que l'on ignore, puisque c'est pas bien étudié par les médecins, il est probable qu'ils ne sont pas intégrés au symbolique, et que le corps ne tient pas le coup, l'enfant meurt subitement. C'est pas exclu que ce soit quelque chose de cet ordre-là qui se passe. Alors, ce miroir concave fonctionne de telle sorte que... Non, je vais faire ça comme ça. Voilà les axes de fonctionnement de ce miroir. Vous avez le cône là, un cône lumineux là, ici. Dans le champ donc du désir des parents vont apparaître ce qu'on appelle les fleurs du désir, ici. Voilà, les fleurs du désir. C'est les objets du désir que désignent les parents. Ça sera un garçon ou ça sera une fille. Il fera polytechnique ou il sera parachutiste, ou bien il sera peintre ou pianiste. Enfin, tout un ensemble d'idéaux qui se formulent dans le désir des parents, parce que c'est quand même quelque chose qui peut se toucher. Et ce miroir concave a pour propriété de donner de ce montage-là, vous voyez, les fleurs du désir sont là, une image dans laquelle les fleurs vont être placées ici, vont se monter ici, qui est une image réelle d'un objet réel, les fleurs, qui sont en fait symbolisées bien sûr, les fleurs, et qui viennent se placer dans l'encolure du pot. Si l'observateur se trouve ici, par exemple, il pourra les voir. S'il se met ici, voilà ce que ça va donner. Voilà les fleurs qui sont ici, fleurs du désir. Ici, le corps de l'enfant. Le miroir concave doit donner une image dans laquelle les fleurs vont se mettre dans l'encolure du pot. C'est une façon de figurer ce qui se passe dans une symbolisation primordiale des signifiants du désir des parents. Hein. En gros, c'est ça que ça veut dire. Si vous vous placez au bord du miroir, ici, un sujet se place au bord du miroir concave, ici, vous aurez toujours donc le corps, les fleurs ici, mais il ne verra rien. Il n'y a pas une perception, le sujet n'a pas de perception de son corps, il ne voit rien, il n'a pas la perception de ce qui est en train de se constituer pour lui comme image inconsciente de son corps. Hein. Le corps c'est quelque chose de silencieux, et la constitution par le stade du miroir montre que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc quand il se voit ici, il ne voit rien. Vous verrez quand vous manipulerez le miroir, vous neutraliserez le miroir plan, vous vous mettrez là, et vous verrez que vous verrez
que le vase et vous ne verrez pas les fleurs qui sont en dessous. Il va falloir que vous vous placiez dans le cône. Ici, il va falloir vous placer ici pour voir que ces fleurs viennent se monter là. Hein? Vous comprenez ça, ça se suit à peu près, hein? Je ne suis pas tellement mon texte parce que je... Alors, quand vous vous situez au bon endroit, c'est-à-dire ici, vous allez voir que les fleurs viennent se placer dans l'encolure du pot. Alors faites très attention parce que si je recommence à montrer de face, c'est-à-dire si je me mets à représenter ça comme ça, ici, maintenant je me mets en face de mon miroir, je regarde le miroir plan comme ça, vous verrez que les fleurs qui sont ici, par exemple, ça c'était les fleurs qui sont en dessous du plateau ici, vont se placer dans l'encolure du pot, donc le miroir concave il est là, hein, vous voyez, c'est quand vous vous mettez ici de ce côté-là. Elles vont se placer de telle sorte que, et ça c'est très important, dans une symétrie inversée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Où est-ce qu'il est mon troisième truc? Moi je l'ai perdu. Ah non, il est là. Ça veut dire que par exemple, la fleur 1, 2, 3. La fleur 1 va venir ici. La fleur 3, elle va venir ici. Et la fleur 2, elle va venir ici. Quand vous êtes en face d'un miroir plan, que vous regardez votre image, vous ne vous apercevez pas que votre main gauche elle est droite dans le miroir, et votre main droite, elle est gauche. Hein. Tandis que dans un miroir concave, au contraire, l'inversion se produit. C'est-à-dire que cette fleur qui est à gauche sur ce schéma, elle se retrouve à gauche sur l'image du miroir concave. Ce n'est pas du tout la même inversion. Hein. Et donc celle qui était à droite ici se retrouve à droite. C'est-à-dire que quand vous vous regardez devant un miroir concave, votre main droite, elle est à droite sur l'image, et votre main gauche, elle est à gauche sur l'image. Alors qu'avec le miroir plan, c'est pas ça qui se passe. Bon, ça, cette image, qui est une image réelle, je fais mal le schéma, je dessine mal. Je vais le faire plus correctement là. Donc toujours mon vase, mes fleurs. Un miroir concave donne des fleurs une image réelle qui est située en avant du miroir. Et la représentation de ces fleurs dans l'encolure du pot, c'est simplement une incorporation des signifiants primordiaux de l'enfant. Ces signifiants primordiaux, ce sont ceux qui ont présidé justement à sa venue au monde, tel que j'en ai parlé au départ. C'est ça que ça veut dire. Ça anticipe les choses. C'est une image, donc ici réelle, c'est ce que Dolto appelle l'image inconsciente du corps, qui est une image en fait signifiante, incorporation de l'image, et ça fonctionne, cette image réelle va fonctionner comme un objet virtuel. Ça c'est très important par rapport à autre chose. Alors, ce qu'il faut déjà dans un premier temps, par contre, alors un autre point que je vais préciser, c'est que si vous déplacez l'axe du miroir concave, comme je le fais là, vous le ferez vous-même, vous verrez qu'il y a des déformations continues de l'image. C'est-à-dire que c'est comme ça que c'est ça qui était utilisé dans l'anamorphose et dans les histoires de la perspective. Alors que sur un miroir plan, c'est pas ce qui se produit. Si vous inclinez un miroir plan, il n'y a pas beaucoup de déformation, très peu.
Bon, c'est un phénomène d'optique simplement. Alors, quand l'illusion du bouquet renversé se produit, c'est une illusion, c'est d'ailleurs avec ça qu'on faisait apparaître des avatars ou des spectres dans le théâtre, dans certaines pratiques de spectacle. Comme ça, on faisait apparaître sur scène comme des hologrammes, c'est pas tout à fait des hologrammes, des personnages qui se mêlent aux personnes réelles et qui font illusion, quoi, hein, avant qu'on utilise les machineries numériques d'aujourd'hui. Donc ici, cette illusion, elle a bien été vue par un sujet qui regarde d'ici, et celui qui est là, cet œil-là ne voit pas cette image, il ne la voit pas lui. Hein, il ne peut pas la voir, parce qu'il n'a pas une perception de son corps. Elle préfigure le sujet. Et après tout, on peut s'autoriser de dire ça, puisque au fond, l'œil, c'est l'appendice, c'est l'œil, comme ça, est considéré comme le sujet. Et ça s'utilise aussi bien dans les sciences que dans la philosophie. Hein. Donc on place le sujet ici, et pour Lacan, le miroir concave pourrait être une représentation du cortex. C'est pour ça que vous verrez dans des anciens traités de médecine, on mettait sur le cerveau ce qu'on appelait l'homoncule, c'est-à-dire un corps humain qui était incliné, qui était dessiné là, avec tout son appareil, tout son organisme qui se situait là. Maintenant, ça ne se pratique plus comme ça, mais c'était une représentation logique et normale de la chose. Le sujet qui est installé à cette place, vous voyez qu'il y est vraiment situé par l'ordre symbolique qui le surdétermine et qui était là avant sa venue au monde. Ça, c'est très important. Donc, pas de perception directe pour un sujet de sa réalité corporelle qui lui est fermée. Le sujet humain n'a de perception ni de son corps, ni de son monde, tant que ça n'est pas soutenu par des traces mnésiques qui sont constitutives de son appareil psychique, hein, de ce que Freud appelle l'inconscient, en gros, les traces mnésiques qui sont constitutives de l'appareil de l'inconscient. Quand on étudie ces choses-là chez les animaux, on ne sait absolument pas ce que voient les animaux, hein, contrairement à ce qu'on raconte. C'est par anthropomorphisme qu'on dit qu'ils voient les choses comme nous, mais c'est pas du tout sûr que les objets que les animaux perçoivent, surtout avec le regard, qu'ils les voient comme nous. D'ailleurs, ils se désintéressent de certains objets, ils s'intéressent à d'autres, et probablement pour d'autres raisons. Ça, c'est une chose très importante. Alors, donc l'illusion du bouquet renversé installé sur le vase, ça nous donne l'idée, au fond, quand on est placé au bon endroit, que le réel et l'imaginaire se superposent. Ce qui veut dire, ils se superposent comme contenant ou contenu. Ça peut être l'imaginaire qui donne forme au réel, ou ça peut être au contraire le réel qui peut inclure l'imaginaire. Alors ça, c'est une notion aussi très importante, parce que petit à petit, on s'aperçoit qu'au fond, les organismes se constituent, c'est pas seulement pour des raisons génétiques simplement. Hein. Il semblerait que les formes ont la forme a une certaine incidence sur le développement d'une structure d'organisme. En particulier, c'est étudié dans l'éthologie. Lacan en a parlé à son temps, par exemple, il dit qu'un criquet pèlerin qui est élevé sans aucun congénère, il restera un criquet solitaire. Alors qu'un criquet qui vit avec d'autres criquets deviendra un animal grégaire, il vivra avec les autres. De même qu'on a étudié chez la pigeonne, il suffit de lui montrer simplement un profil d'un pigeon,
pour qu'elle puisse éventuellement avoir une ovulation. Enfin, il y a aussi l'épinoche, toute une série d'animaux chez qui on a étudié cette chose-là. Mais le plus important, c'est de comprendre que la fonction de l'image qui donne forme au réel est tout à fait fondamentale dans le développement d'un individu, et tout spécialement chez l'individu humain. Donc, pour rapporter ce modèle optique à l'expérience humaine, il suffit d'un petit peu d'imagination, de ne pas trop chipoter, comme je vous l'ai dit, et de simplement vous rapporter à votre vie quotidienne. Nous avons donc là ici le corps de l'enfant dans sa pure présence animale, nourrisson qui vient de naître, et le montage du stade du miroir va lui donner justement une consistance de corps. Alors, c'est très important aussi à saisir que nous ne confondons pas l'organisme vivant, avec ce que nous appelons dans la psychanalyse un corps. Hein? Et ça, évidemment, c'est toujours source de confusion entre nous et les biologistes. Le corps dont nous parlons dans la psychanalyse, c'est celui que Freud, finalement, met en place à propos de ce fameux corps, disons, fantasmatique, de ce corps pulsionnel. C'est-à-dire que c'est un montage à partir du corps propre des pulsions. Et ça détermine un corps dont l'anatomie ne correspond pas à celui de la neurophysiologie. C'est le corps d'hystérique, par exemple. Elle a un bras qui est paralysé uniquement parce qu'il est 10 bras. Hein. Ce n'est pas du tout, ça ne respecte pas les territoires de la neuroanatomie. Ça, c'est une chose très importante. Et l'autre chose qui est importante, c'est que l'imaginaire puisse donner forme au réel, parce qu'après tout, le réel, c'est toujours l'impossible. On ne sait pas très bien comment ça fonctionne, cette affaire-là. Mais que l'imaginaire puisse donner consistance et forme au réel permettra d'expliquer pourquoi, vers la fin de son enseignement, Lacan va situer le corps dans l'imaginaire. C'est difficile à concevoir, ça, parce qu'on a tendance à penser à l'organisme, à la chair. Ben justement pas. Il y a une scission qui se fait entre ce corps comme imaginaire, qui est un corps pulsionnel, et le corps en tant que c'est un organisme vivant. Il ne fonctionne pas selon les mêmes lois. Le corps comme imaginaire pour Lacan, il fonctionne selon les lois du symbolique, alors que l'organisme, il fonctionne selon la logique de la vie. Il n'y a pas une congruence entre les lois du signifiant et la logique de la vie, entre la logique du signifiant, si vous voulez, et la logique de la vie. Hein, il faut bien séparer les choses comme ça. Alors, j'essaie de me repérer parce que je ne suis pas mon texte, moi. Donc, je vous disais que dans le premier temps du schéma, le sujet, il est assigné à une place par le symbolique. Hein. C'est là qu'il doit se situer. Les fleurs réelles, que je vous avais désignées comme étant les fleurs du désir, ce sont les objets réels qui entrent en jeu pour l'enfant dans ses rapports avec ses parents. Alors, les objets qui sont à l'époque de Lacan, parce que ça, je parle de la première période, ces objets, ce sont le sein, la nourriture, la voix, donc ils ont une consistance corporelle, on pourrait dire, comme ça. C'est des bouts de corps qui ont une fonction privilégiée du rapport de l'enfant à ses parents et à sa mère en particulier. C'est pour ça que Lacan les a situés comme ça, et que l'objet petit a, à l'époque, pour lui, c'était des objets réels, c'était les objets pulsionnels. Cette image ici, il la nomme I de A, pour ça.
il la nomme I2A, et le petit a ici, c'est pas encore l'objet petit a de plus tard, qui sera de consistance purement logique. Il faut le prendre comme ça. Le nouveau-né humain est plongé dans un bain de langage qui lui préexiste. Par conséquent, l'autre de la parole et du langage était là avant sa naissance et vont présider justement à la venue de son être corporel également. Il faut bien comprendre, quand je dis ça, que au fond, l'imaginaire va être structuré par le signifiant, si vous voulez, et que les rapports du sujet au partenaire ne sont pas simplement liés aux lois de l'optique, hein, mais ce sont celles de la relation imaginaire à l'autre qui est ordonnée par le symbolique. Ça, c'est tout à fait essentiel à comprendre. Il n'y a pas de structuration de l'imaginaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le narcissisme, qui ne soit pas encadré par le symbolique. Alors maintenant, dans un second temps, pour l'illustrer, à partir de notre modèle optique, on va placer le miroir plan, qui est ici, on va le placer ici. Alors je vais recommencer, parce que ce schéma ne me plaît pas, il n'est pas bien fait. Alors, je recommence. Miroir concave, plan, mon vase, ici les fleurs, allez on va les mettre en rouge, pas pour tous. L'image réelle en avant du miroir, c'est le montage des fleurs, c'est l'image inconsciente du corps, et le sujet qui est là ne les voit pas. Il ne voit que son corps éventuellement comme ça, mais c'est tout, il ne voit pas, il n'a pas accès à son image corporelle inconsciente. Pour qu'il puisse les voir, il va falloir l'artifice d'un miroir plan que l'on va placer ici. Voilà, ici. Le voilà, ce miroir plan, il est là. Alors, je vous fais remarquer qu'il y a des inclinaisons qu'on peut obtenir avec ma machine qui vous permettront, quand vous manipulez le truc, de bien voir que ce que je dis là, ça tient la route. Hein. Ce miroir plan va donner de cette image réelle qui fonctionne comme un objet virtuel, va donner une image virtuelle qui se trouve au-delà du miroir, c'est-à-dire ici. Ça, c'est du bleu, ça. Ouais. C'est pour ça que Lacan l'a écrit souvent en pointillé. Et comme il le faisait à l'époque, il mettait encore les fleurs ici, avec quelque chose de nouveau. Bon, tout ça, ça devrait être en pointillé. Vous voyez que ça, c'est une image virtuelle qu'il appellera I' de A. Donc, de cette image réelle qui fonctionne comme un objet virtuel, le miroir plan qui se trouve ici va donner une image virtuelle I' de A, avec une petite nuance que Lacan introduira plus tard, pas tout de suite, c'est que comme il va donner à l'objet petit a une structure de type meubienne, il va dire que l'image dans le miroir d'un objet meubien, il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne la voit pas dans le miroir, mais ça veut dire que c'est exactement la même image. Elle n'est pas inversée comme on est dans une... On voit une image dans le miroir de nous-mêmes parce que c'est une autre image de nous-mêmes. Hein. On ne s'en rend pas compte, mais on est inversé dans le miroir. C'est pour ça qu'on a une image dans le miroir. Mais si ce n'était pas comme ça, on ne la verrait pas du tout de la même façon, l'image. Hein. Et là, c'est pareil. Donc, il y a un manque qui se produit, et il mettra à ce moment-là, ici, ce qui manque, c'est ce qui met le phallus. Mais je ne veux pas insister là-dessus. La question, c'est que d'abord, comme il ne voit pas
son image réelle. Comme il ne voit pas son moi réel qui est ici, on va appeler ça le moi réel, il ne peut le voir ici que sous la forme d'un moi virtuel. Hein, que parce qu'il y a l'artifice du miroir plan qui est ici. Alors, ce miroir plan, il est censé représenter à la fois l'autre de la parole, le grand hôte de la parole, qui peut être incarné par la mère, par le père, par l'entourage de l'enfant. Quand on lui parle, eh ben, ça produit des effets de variation de l'image. Hein. Et il faut pas que ce soit... Les orientations ne peuvent pas être n'importe lesquelles, parce que il y a des moments où on ne voit plus son image dans un miroir. Quand on n'est pas dans l'axe optique d'un miroir, ben, on ne se voit pas. Donc il y a des méconnaissances qui s'introduisent par rapport à sa vision dans le miroir. Et ces méconnaissances, ce n'est pas forcément de l'inconscient. C'est très différent. Autant ça, c'est une image inconsciente du corps, autant celle qui est là, ce n'est pas du tout forcément de l'inconscient dont il s'agit dans le miroir. Hein. La méconnaissance, c'est pas l'inconscient. Tout ce qu'on ne sait pas, c'est pas de l'inconscient. Si vous ne connaissez pas la théorie des quantas, c'est pas à cause de votre inconscient. Par contre, si vous savez pas le nom de votre grand-père, c'est probablement parce que vous l'avez refoulé, quoi. En gros, hein. C'est une façon de dire ça. Alors, donc, ce que l'enfant perçoit au miroir, c'est une image virtuelle de lui-même qui est un double spéculaire de son image réelle. Un double spéculaire inversé. Hein. C'est ça qui est important. Il la verra donc soit en totalité, soit en partie seulement, en fonction des mouvements du miroir plan, dont je vous ai dit qu'en fait c'était des mouvements qui étaient commandés par la parole. Donc c'est une figuration, ça, simplement. Ce partenaire avec qui l'enfant dialogue, justement, c'est quand même la mère, hein, qui encourage son enfant devant le miroir. Vous avez pu le voir dans les différentes vidéos que vous avez pu regarder. Et lui, devant son miroir, c'est un phénomène qui est typiquement humain. Quand il se voit à un moment donné devant son miroir, il est absolument absorbé par ce miroir et il essaye de se dresser alors que des fois il n'a pas la capacité de le faire pour aller vers cette image. Et il va falloir un certain temps pour que justement, à travers ce que lui dit sa mère, il puisse se reconnaître comme étant lui-même dans ce miroir. Pour l'instant, il ne le sait pas. Donc c'est une espèce d'orthopédie corporelle, une prothèse imaginaire d'un corps qui est pour l'instant prématuré. Alors, cette prématuration du corps que vous avez pu observer chez ces enfants au miroir, au départ, Lacan disait que c'était une prématuration biologique, et après il a balayé la chose en disant que non, ce n'est pas lié du tout au fait qu'il y a une prématuration neurobiologique, et c'est tout simplement parce que le signifiant qui vient ici sur le corps le découpe en rondelles, si vous voulez, en zones érogènes privilégiées, et c'est un corps morcelé. Par conséquent, ce corps morcelé, que nous, on n'y prête pas attention, mais quand on est pris dans des phénomènes de dépersonnalisation, ou quand on est sous, des choses comme ça, on s'aperçoit que le corps va un peu dans tous les sens, qu'on n'en a pas la maîtrise, comme ça. Et si on vous fait, par exemple, faire, maintenant tout le monde le sait, mais quand on commence à faire du ski, par exemple, quand on n'a jamais fait de ski, eh ben, il y a un ski qui part par là, un autre par là, la tête on ne sait pas où, il faut un certain temps pour récupérer une synthèse du corps pour que ça fonctionne. Donc ça existe dans tous les phénomènes. On vous jette à l'eau, vous ne savez pas nager, alors qu'on flotte naturellement, on se noie parce qu'on n'a pas son corps, quoi. En gros, on ne dispose pas de son corps. Ça c'est aussi des choses qui sont tout à fait observables.
la mère, vous l'avez vu, elle est avec son enfant, là. Elle le porte par la voix, et des fois même elle le soutient pour qu'il se regarde, parce qu'à un moment donné, elle-même, elle est appelée devant le miroir, puisque un jour elle découvre que son enfant, il a un rapport très particulier au miroir, et que, vous l'avez vu, que c'est quand même assez saisissant. Hein. Et lui, justement, quand il se dresse comme ça, il est pris d'une jubilation, qui est un mode de jouissance qui dépasse simplement une jouissance ordinaire, parce qu'il y a un sentiment de complétude, puisque dans son image qu'il voit, ça anticipe la future maîtrise qu'il va avoir de son corps. Hein. Voilà, ça c'est aussi... Et là, quelque part, se joue pour lui ce que Freud appelle, dans cette image qui le fascine et vers laquelle il est aspiré, il en parle comme étant une projection narcissique maximum. C'est vraiment l'idéal qu'il faudrait obtenir. Et c'est d'ailleurs dans ce registre-là, souvent, que se produisent les coups de foudre. Hein? Quand vous rencontrez quelqu'un qui brutalement représente pour vous l'image la plus idéale possible, une représentation qui vous surprend, ben, vous êtes pris d'un coup de foudre, au fond, vous vous aimez en ce miroir. Et c'est ça, l'enfant, il commence à s'aimer dans le miroir. Hein. Et il s'aime en fonction également de ce qu'on lui dit pendant ce temps-là. Donc il incorpore les termes mêmes par lesquels l'adulte nourricier qui le porte va qualifier son image. Hein. Et il va être qualifié en fonction déjà de ce qui s'était dit avant sa venue au monde. Ça va le conforter et petit à petit, il va pouvoir intégrer et incorporer les signifiants de son être. On va dire ça comme ça. Et du fait de ce rapport tout à fait privilégié à cette image virtuelle, qui est, on peut le dire, le moi idéal du sujet, il va en résulter, du fait même de la jubilation qu'il en a éprouvée, une sorte d'aliénation définitive à son image, qui explique pourquoi les êtres humains sont si inféodés à leur image. Hein? C'est vrai qu'on passe notre temps à se regarder dans le miroir sans toujours bien se reconnaître, et puis maintenant, bon, tout le monde le sait, mais les premières photographies qu'on voit, ça fait un effet d'étrangeté, au même titre que les premières fois qu'on entend sa voix enregistrée, c'est pareil. Et maintenant, on peut être surpris par certaines vidéos, parce qu'on voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, puis maintenant, on est habitué, donc tout va très bien de ce côté-là. Alors, ce qu'il faut bien piger là, c'est que nous avons ici donc I' de A, c'est le moi idéal. Voilà. Hein. En fait, je voudrais être comme ça, c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est moi ça, voilà, moi c'est là. Je ne suis pas encore capable de me dresser, de me tenir tout seul, mais c'est voilà, je suis comme ça. Donc, il y a un effet d'érection très important qui s'observe très bien. Hein. C'est cette image-là qui va conditionner, donc qui est dans une antériorité logique par rapport à la première qui est ici. Hein. Par rapport, ça c'est l'image virtuelle, ça c'est l'image réelle, qui est donc dans une antériorité logique, mais pas chronologique. C'est-à-dire, historiquement, c'est celle-ci qui est constituée en premier. Hein. Vous voyez, comme ça. Voilà, elle est constituée en premier, c'est pour ça que je vous ai montré le premier temps ici. Et elle va rétroagir sur l'image là, parce qu'elle va revenir sur les traces mêmes qui ont été constitutives de ce que la façon dont elle a été produite, c'est-à-dire une inscription signifiante de l'imaginaire, hein, incorporée au sens où l'imaginaire c'est le corps.
Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir l'interaction entre les deux. Et en quelque sorte, on pourrait dire que l'enfant devant le miroir, il photographie, hein, avec un petit trait entre les deux, il graphie, il photographie, il écrit son image dans sa mémoire. Bien entendu, c'est un processus qui se fait un peu à son insu, hein, puisque l'inconscient est déjà là au travail. Hein. Et elle a une valeur orthopédique par rapport à son image réelle. Parce que du côté de l'image réelle, il y a un morcellement du corps, et c'est parce qu'il y a une doublure spéculaire que ça tient, que ça prend consistance. Vous l'avez observé aussi, l'enfant tout occupé à sa jubilation, il n'y croit pas, parce que quand il voit ça, il est tellement aspiré par ce qu'il observe qu'il se tourne vers sa mère. Vous l'avez vu, il se tourne, mais alors c'est quoi? C'est moi, et la mère l'encourage. Il est là comme ça, en train de constamment dans les allers et retours, il demande en permanence confirmation que de ce qu'il voit là, c'est bien lui. Et bien entendu, une aliénation se produit là, puisque au fond, que la mère lui indique, lui il se voit ici dans un moi idéal, mais la mère en lui disant oui c'est toi, en lui répondant, elle le ramène ici. Hein. Elle dit voilà, c'est pas ta place là, tu dois te situer là où nous on t'a constitué par notre désir. Hein. Autrement dit, lui il se voit ici, mais au fond il y a un malentendu qui se produit, parce qu'on le renvoie à l'endroit où c'est là que tu dois être, c'est comme ça que tu dois être pour être aimable pour nous. Lui il s'aime ici, mais on lui dit qu'il sera aimable ici. Vous voyez, il y a une division qui se produit pour lui, une sorte de diplopie qui est problématique. Vous l'avez vu aussi dans le miroir, à un moment donné, l'enfant il est très heureux, puis d'un seul coup il fait la grimace à son image. Il y a quelque chose qui le saisit, on voit bien qu'il y a de l'angoisse qui se produit pour lui. Alors, c'est là que, d'une certaine façon, le malentendu commence à se produire. Hein. Et à chaque fois, effectivement, qu'il s'appréhende dans une maîtrise virtuelle, il est renvoyé à sa propre impuissance originaire. Et donc, il y a une faille qui s'ouvre, qui est concomitante, et c'est par là que s'introduisent les premiers signifiants. Donc c'est là qu'il y a une première insémination du symbolique. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que ça fonctionne selon une synchronie et non pas une diachronie. Quand on fait un exposé, on est obligé de faire étape 1, étape 2, étape 3, ce que fait Vallon d'ailleurs. Hein. Il dit au début, il est perplexe, il ne se reconnaît pas et tout, alors qu'il faut qu'on prenne tout le phénomène dans son ensemble, parce que c'est apparu brutalement, et qu'en même temps, ça va cesser brutalement. Du jour au lendemain, les parents s'aperçoivent que l'enfant n'a plus du tout le même rapport au miroir. C'est fini. Ce type de jeu-là disparaît. Ça, c'est important. Alors, le malentendu commence, puisque justement, le partenaire qui lui répond, lui dit en gros, tu es attendu là où nous t'avons désiré. Autrement dit, c'est le désir de l'autre qui entre en jeu et qui le détermine, lui, comme sujet du signifiant et non pas simplement d'une image. Hein. Donc il entend les signifiants primordiaux, son nom, son prénom, qu'est-ce qu'on lui veut, qu'est-ce qu'il va devenir, est-ce qu'il est garçon, est-ce qu'il est une fille, enfin toute une série de traits qui dessinent pour l'enfant un nouvel idéal que l'on appelle non plus le moi idéal, mais l'idéal du moi. Et l'idéal du moi a une fonction imaginaire, mais tournée vers le symbolique. Ce n'est pas le surmoi, c'est une instance imaginaire tournée vers le symbolique. C'est-à-dire que l'enfant doit intégrer
les idéaux parentaux, par exemple, ou les idéaux sociaux dans les discours dans lesquels il est né. Il a donc introjecté ces traits selon les procédures d'une symbolisation des signifiants. Et c'est en retour de ce fonctionnement qui pourra effectivement recevoir amour, reconnaissance, puisqu'il va venir à l'endroit où il était attendu, dans le discours de ses parents, donc dans le désir de l'autre. Très important parce que c'est à reconnaître son aliénation à l'autre qu'on peut s'en sortir, et même finalement s'en dégager. Alors que ceux qui font un déni ou une dénégation ou une forclusion des idéaux de l'autre sont encore plus aliénés, parce que c'est pas possible de faire autrement. Les signifiants, on n'invente pas les signifiants, on les reçoit toujours du réel, et on a affaire à ça. À partir de ça, je vais vous faire le schéma du fameux sujet tiré à 4 épingles, puisque c'est comme ça qu'il faut résumer ça. Et Lacan l'appelle le sujet tiré à 4 épingles, c'est-à-dire que voilà, comment ça se présente. Vous aviez le sujet ici, dans son rapport à l'autre. Le sujet qui était dans le miroir, qui était du côté du réel, l'autre parental est ici. Ce sujet-là, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il se reconnaît dans son image virtuelle, c'est-à-dire son moi idéal. Et ce moi idéal, en fait, le renvoie ici à ce qu'on appelle le moi réel, qui est en fait l'idéal du moi, c'est-à-dire directement corrélé à l'autre, signifiant, alors que celui-ci, là, le sujet, il est en corrélation avec son image virtuelle. Donc il y a un écran qui se produit entre eux. Ici, nous avons la relation imaginaire, ici c'est la relation imaginaire, et ici, la relation symbolique, c'est-à-dire l'inconscient, ce qu'on appelle l'inconscient ici. C'est la relation symbolique qui est ici. Voilà, le sujet tiré à 4 épingles. Alors, on va dire ici, on va l'appeler ici le moi réel quand même. Je vais l'appeler le moi réel. Voilà, le moi réel, c'est en fait I de A. Il faut prolonger le schéma pour mieux comprendre la chose, parce que au-delà de l'image virtuelle, c'est-à-dire au-delà du miroir, il y a quand même, disons, les signifiants, les premiers signifiants du rapport de l'enfant à l'autre, et donc de ses partenaires. On va y mettre ici le grand M, qui est en réalité la mère. On va dire que c'est la mère qui est là, l'adulte nourricier premier, parce que c'est quand même la mère qui apprend à l'enfant à parler au départ, à partir de sa lalation, du babil, c'est elle qui l'introduit à la langue. Ici, les signifiants de sa reconnaissance, de ce côté-là. Et du côté de l'autre, ici, c'est ici qu'on va mettre l'idéal du moi. Vous voyez, sujet, image virtuelle, moi réel, idéal du moyen, dédoublement. Alors ici, voilà une petite zone très importante, parce que c'est là que va se jouer la réalité du sujet. Lacan va y placer le réel ici. À l'époque, il appelle le réel, pour lui c'est la réalité. C'est pas encore le réel tel qu'on le définit à la fin. Ici, vous avez le ternaire imaginaire, qui est ici, puisque au fond, ce sujet-là, le sujet, c'est pas, il a une dimension imaginaire. C'est pas encore le sujet comme réel au départ. C'est une représentation spéculaire dans le stade du miroir. Ici, vous avez le ternaire imaginaire qui est ici. Voilà. Ici, vous avez le sujet. Au-delà, vous avez le phallus. Et ici, vous avez l'imaginaire.
Voilà, ici. Et de l'autre côté, vous avez un ternaire symbolique, qui est ici, entre le père qui est à la place de l'autre, la mère qui livre les premiers signifiants, et ici, l'idéal du moi comme grand I. Hein. Alors je le refais ce schéma. Voilà. Ici, vous avez le sujet. Ici, au-delà, c'est la fonction phallique qui est ici. Ici, vous avez I, l'image. Ici, M, le moi réel. Ici, vous avez la mère. Et ici, vous avez le grand I de l'idéal du moi. Et ici, le A, le père. Et donc, le ternaire symbolique, le ternaire imaginaire. Et ça, ce qui s'appelle le réel. Ce qu'on appelle ça, on est passé du sujet tiré à quatre épingles, qui est un schéma plan, enfin qui est un plan, à une figure de topologie qui est le schéma R de Lacan, ce qu'on appelle le schéma Mi-Mi. C'est Mi-Mi. Voilà. C'est le schéma Mi-Mi. Et vous percevrez que ça, enfin, si vous en faites l'expérience, vous verrez que c'est un schéma, c'est une bande de Möbius mise à plat. C'est-à-dire qu'on peut faire une torsion, c'est que le truc de la réalité est en fait représenté par la structure. Bon. Je le développe pas plus parce que c'est pour une suite, mais pour vous montrer comment Lacan a pu construire à partir d'un schéma plan, d'une analogie, quelque chose qui est en train de le rapprocher progressivement de la structure möbienne, qui est la structure dont il parle pratiquement dans tout son enseignement. Bon, je préfère qu'on discute. Je vais m'arrêter là parce que je préférerais répondre à des questions plutôt que de vous envahir de ces choses-là. Voilà, bon. Merci. Peut-être je me permets. N'hésitez pas, hein, je vous repréciserai tous les trucs au fur et à mesure, hein, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Hein. On a besoin de reparler avec vous, je pense. Je me posais une question concernant la fin de l'analyse. Et donc, vous nous disiez à la dernière séance que pour ce qui est de la traversée du miroir, c'est très remis en question. J'aimerais comprendre comment, par rapport à ce que vous nous avez apporté aujourd'hui de la mise en place pour l'enfant, à la fois de la symbolisation de cette image réelle qui était là, quand son prénom lui est dit en même temps qu'il collecte toutes ces informations dans cette image qu'il a de ce vécu antérieur, enfin qui est là maintenant pour lui, dans cette érection du sujet qu'il est, hein, enfin j'ai compris ça comme ça. À la fin de l'analyse, dans cette période de passe, qui se fait sous une forme de dépersonnalisation, et de cette la langue, c'est-à-dire de ces signifiants qui ne sont pas voulus, mais qui poussent comme ça à être dit, il me semble que c'est justement l'aspect narcissique, c'est-à-dire moi idéal, reconnaissance de l'image ou tentative d'être comme dans l'image, hein, qui tombe. Moi, c'est ce que j'appelais avant la traversée du miroir. Voilà. C'est-à-dire que quelque chose qui permet de tenir dans le semblant tombe, et il y a évidemment quelque chose de beaucoup plus lié à la pulsion, à la jouissance, qui vient là à se faire connaître ou reconnaître en lâchant ce qui permettait de se défendre, on va dire, hein, de cette jouissance propre. Voilà. Est-ce que c'est dans le sens de ce que de ce que vous nous avez dit? Bon, alors, cette fameuse traversée du miroir. Bon, j'ai essayé de vous expliquer que là,
si le sujet en restait simplement au niveau là, je vous ai dit que cette image réelle, c'était quand même une image d'un corps, c'est un corps morcelé. Hein. C'est le passage de ce qu'était un organisme vivant à un corps pulsionnel, dont l'anatomie ne respecte pas l'anatomie, quoi. Hein. C'est une anatomie fantasmatique. Hein. Les paralysies hystériques qui occupent des territoires qui n'ont rien à voir avec la neurologie. Bon, je vous ai dit que c'est parce que cette image, donc c'est la prématuration de l'enfant pour Lacan n'est pas une prématuration neurophysiologique, il a abandonné ça pour dire que c'est une prématuration liée tout simplement au découpage du corps par le signifiant. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, c'est le signifiant qui fait la distinction entre ce qu'on appelle nous le corps et l'organisme vivant. C'est pour ça que Lacan met le corps, l'organisme vivant du côté du réel et le corps, quand il parle de notre corps, du côté de l'imaginaire, en lui donnant une consistance. Ça consiste un corps, parce que quand on meurt, il se liquéfie en bout de réel, hein, ça devient une flaque d'albumine, tout ce qu'on voudra, avant que quand ça se décompose un corps. Donc il y a une structure de l'imaginaire qui n'est pas encore si bien explorée que ça. Hein. On ne sait pas très bien comment ça fonctionne, ce truc-là. Dolto avait l'air de se débrouiller très bien avec ça, mais c'est difficile de piger cette histoire-là, déjà. Donc, la première version de Lacan, c'est de dire qu'au fond, en reprenant la phrase de Freud dont on a parlé l'autre jour, là où c'était, je dois advenir. Bon, au stade du miroir, Lacan dit la chose suivante. L'enfant, il est devant un miroir, et quand on lui dit tu es cela tout le temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se voit dans le miroir, on lui dit tu es cela, mais quand on lui dit pas tu es cela ici, les parents lui disent tu es cela ici, là où étaient les signifiants qui t'ont déterminé tout le temps. Il faudra qu'à un moment donné, ce qu'il appelle l'assomption du jeu, il faudra que l'enfant quand lui dit tu es cela, il va dire je suis ça. Hein. Ce qui est c'est impossible. D'ailleurs, Lacan va abandonner cette histoire en disant que le jeu de l'énonciation, il ne peut jamais être prononcé. On ne peut jamais savoir ce qu'on est. On peut savoir peut-être un peu ce qu'on désire. On sait qu'on peut aborder certaines modalités jouissantes, mais on ne peut jamais dire je suis ça. Il n'y a que Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu qui peut dire je suis ce que je suis. C'est tout. Il n'y a que lui. Hein. Oui. Oui, un petit peu plus prosaïque ce que je te demandais. Dans ces deux vidéos que tu as envoyées, où on voit le petit chat et le petit enfant devant le miroir, ça ouvre comme ça cette espèce de capture imaginaire des images. Voilà. Donc, il me semble que nous sommes aussi pris que les animaux devant ce truc qui te saisit, en même temps terrifie. Hein, l'autre qui est là, enfin, le miroir, me semble-t-il, à avoir avec l'autre. Oui, mais est-ce que l'animal, il a une capture par le miroir? Ah non, j'en sais rien. Je constate. Oui. Le petit chat saute sur l'image, le petit enfant... Il saute, il se débine. Où il s'en va, il a peur, Moi, j'ai jamais vu des chats se regarder dans le miroir. Certes, mais il constate qu'il y a quelque chose en face. Indépendamment de ça, je ne sais pas s'ils sont les chats dans le texte, mais cette capture imaginaire dans laquelle on se retrouve, ou l'autre, enfin, quelque chose de tout simple, tu m'as mal regardé, qu'est-ce que le regard de l'autre est extrêmement persécuteur. Oui, mais alors attends, qu'est-ce que tu veux... Mais je veux dire, quel rapport il y a entre ça et le miroir, c'est pas seulement cette espèce de chose qui nous renvoie une image, c'est aussi... Non, le miroir, c'est l'autre. C'est ça. Le miroir, c'est l'autre seulement. L'autre, l'animal, lui, si on peut... Qu'est-ce qu'il voit? On ne sait pas ce qu'il voit, l'animal. Hein? Les danses des girafes ou de certains oiseaux et d'autres, ou les cerfs quand ils se combattent, on ne sait pas avec quoi ils se battent, vraiment. Quelle est leur appréhension du partenaire? En général, ils ne se trompent pas beaucoup, les animaux. Hein? Nous, on se trompe tout le temps. C'est parce que nous, on est leurrés par une image virtuelle. Lui, qu'est-ce qu'il voit? Peut-être que lui, il voit réellement. Il voit que l'autre, on va pouvoir le bouffer. Hein, par exemple, que c'est une proie.
Alors il y a eu toute une série de théories d'animaux dont le système nerveux central serait leur point d'identification à leur future victime, vers leur future proie, en gros. Et que d'une façon spécifique, les animaux mangent toujours les mêmes proies. Ils changent rarement de menu, en gros, c'est très rare, hein, sauf qu'ils ont très faim, mais en général c'est ça. Donc il y a une différence radicale. Pour ça, je pense que c'est comme ça. Hein, oui. Je crois que c'est effectivement très important de vous spécifier, c'est l'autre du langage, le miroir. Parce que, oui, voilà. Par exemple, il y a des phénomènes élémentaires avec des animaux qui ont des gros cortex, où le test de la tâche fonctionne. C'est-à-dire qu'on met un coup de marqueur sur le tronc d'un éléphant, oui, ou le rostre d'un dauphin, et on voit que ça fonctionne. Il remarque qu'il a une tâche, et il essaye de la voir, et il ne comprend pas. Donc il a une image de lui-même, quelque part, dans son cortex, machin. Sauf que nous, on ne peut parler que de l'autre, du grand hôte du langage. C'est pour ça que c'est important, comme vous dites, de spécifier que c'est le grand hôte du langage. Pour le reste, voilà. On ne sait pas. Donc qu'est-ce que voit l'animal? On ne sait pas très bien. Hein. Et c'est vrai que vous prenez n'importe quel animal, un chien par exemple, un Rottweiler qui a une couleur fauve, s'il est sale, il va se nettoyer tout de suite. C'est-à-dire qu'il voit des taches sur lui, il va se laver, il va se nettoyer. Les chats font pareil. Alors, il n'y a pas simplement parce qu'ils se lavent, mais il y a aussi parce qu'ils enlèvent certaines odeurs ou parce qu'ils mettent leur propre odeur sur leur corps par rapport aux autres partenaires. Donc, c'est pas du tout le même mécanisme. L'animal, il n'est pas aliéné à son image. Le chat qui est dans la vidéo, dès qu'il voit, je ne sais pas combien de fois ça se reproduit, il ne s'intéresse pas à l'image. Il la voit, il saute comme ça, comme s'il avait un adversaire en face de lui, en fait. Hein. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. C'est comme les deux cerfs qui à un moment donné se rencontrent, ben ils se battent parce qu'il faut éliminer l'autre. On ne sait pas de quoi il s'agit là, entre eux. Hein. L'animal il ne se trompe pas, voilà, en gros. On peut dire ça comme ça. Il reconnaît son maître, il n'est pas copain avec tout le monde. Bon. Alors, l'histoire de... Je reviens sur le passage à la fin de cure. Là où c'était, je dois advenir. Bon. Alors, la première version de Lacan, c'était de dire qu'au fond, il s'agit pour un sujet dans la cure qui était capturé par son moi idéal, et Dieu sait si les gens sont capturés là-dedans pendant très longtemps et toute leur vie même, parce que on ne peut jamais vraiment se désaliéner de sa propre image. Il va falloir qu'il vienne à la place où là où c'était, hein, l'étang ayant été, hein, qui a été refoulé. C'est toujours ça. Alors, Lacan le figure par la bascule du miroir, c'est-à-dire que il faut que le sujet qui se voit là-dedans, le miroir bascule de telle sorte à ce qu'il vienne ici se reconnaître comme sujet divisé par le signifiant et par des signifiants fondamentaux. C'est ça ce qu'on appelle le crépuscule du monde, le crépuscule de l'imaginaire. Parce que notre monde, au fond, on le voit à travers une image. On n'en a pas la perception réelle. Il faut vraiment aller regarder ou analyser de très près le monde pour s'en dégager, pour s'apercevoir que c'est pas des images le monde. Hein. C'est que ça a une structure. C'est pour ça que le stade du miroir présenté par analogie avec l'appareil optique, il ne faut pas rester fixé là-dessus, sinon on ne comprend pas que c'est en fait la description d'une structure qui fonctionne. Et d'une structure, c'est toujours très difficile de parler de la structure, parce que ça ne fonctionne pas sur le mode d'une diachronie, ça fonctionne en même temps, ça fonctionne radicalement en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois, donc l'enfant qui au stade du miroir se fixe à son moi idéal pendant un certain temps, on l'a vu, on le voit dans les vidéos, il va falloir qu'il comprenne un jour, il le comprend d'ailleurs, que c'est pas seulement son image, c'est que en même temps, ça n'a pas la valeur signifiante de cette position de l'idéal du moi. C'est moins stable, hein. Ça flotte, c'est pour ça qu'il y a des phénomènes de dépersonnalisation quand on bouge son idéal, son moi idéal. Quand vous dites à quelqu'un un truc qui lui déplaît de son image, vous produisez chez lui un effet de dépersonnalisation. Il faut qu'il se récupère par rapport à l'idéal du moi, à ses propres signifiants.
Alors, l'image, l'histoire de la traversée du miroir, c'est ça, il n'y a pas de traversée du miroir, c'est simplement que le reflet tombe et le réel qui était dans l'image apparaissent. C'est ça. Hein, qui apparaissent sous la forme de « je reconnais qu'il y a un manque là, ça n'est pas, ma complétude d'être n'est pas là. Et comme être, je suis de toute façon dans l'incomplétude. Hein. Je ne suis qu'un par-l'être, quoi, en gros. Hein. Je ne suis pas un être. Hein. Ça fait comme des sortes de, on peut dire, de délire sur des temps donnés, Oui. dans des fins d'analyse, Oui. mais la personne continue de parler, justement. Oui. Puisque cette fois-ci, on voit tout à fait apparaître que, comme vous disiez, le langage, il est là, il continue de fonctionner à ce moment-là. Il continue de fonctionner, je dirais, sans avoir besoin de l'appareillage du mensonge, de ce qu'on se raconte, de la demande d'amour, enfin, tout ce qui est là-haut, hein, la demande de reconnaissance. C'est ça qui tombe, oui. Oui. Et ça, c'est une première référence de la fin de la cure par rapport au miroir. Après, Non, Lacan on entend est allé bien, on peut pas illustrer tout l'enseignement de Lacan à partir simplement du stade du miroir, parce qu'il faut ajouter des données le sujet divisé n'existe pas au départ chez Lacan. C'est le sujet de la parole pleine, donc le sujet qui a une parole vide au départ de la cure et qui donc va se reconnaître dans une parole pleine. Bon, ça, Lacan après il va dire non, pas question du tout. Plus le sujet s'avance dans son inconscient et plus il est destitué comme sujet. Il va se découvrir comme le moins un d'une chaîne. Il va se découvrir comme manquant à la chaîne. Il va falloir qu'il accepte ce réel-là, qu'il est manquant dans la chaîne signifiante. Hein. Voilà, des choses de cet ordre-là. Ça, c'est une première base qu'il faut donner. Alors, vous voyez bien, c'est comme cette histoire il n'y a pas de narcissisme secondaire et de narcissisme primaire, puisque ça fonctionne en même temps. C'est ça le narcissisme. C'est le rapport entre cette image et celle-ci. C'est ça qui se passe. Voilà, le narcissisme. Où est-ce qu'il est mon schéma? Ah oui. Voilà, hein, c'est I' de A, I de A. Voilà mon sujet tiré à 4 épingles, comme il l'appelle Lacan. Le narcissisme, c'est ça. Voilà. Et c'est toujours dans une transitivité. Hein. Ça alterne, on est constamment ou là, et ça nous arrive quotidiennement, ça. Hein. On va s'acheter des habits parce qu'on aimerait bien être là, et puis en fait, bon, on se retrouve là et ça bascule comme ça. Non mais je sais pas, il y a des tas de choses comme ça. Voilà, voilà, ça fonctionne toujours comme ça. Hein. On n'est jamais débarrassé de son narcissisme, et même à la limite, peut-être que grâce à la cure, il y a un renforcement du narcissisme. Si c'est pas solide, on est constamment dans la dépersonnalisation. Il y a des sujets qui sont tellement fragiles du point de vue narcissique, ils sont encore plus narcissiques que les autres, parce qu'ils s'accrochent à cette image-là, parce qu'ils n'ont pas le support des signifiants. Ils ne se reconnaissent pas suffisamment. Mais au fond, une cure analytique, elle vous dote d'un narcissisme qui n'est pas entamé à la moindre injure, quoi, en gros. Parce qu'il y a du répondant, on pourrait dire. Hein? Je ne sais pas si je m'exprime bien là-dessus. Il y a des tas de choses, il y a des milliers de choses à se dire là-dessus, je ne sais pas. Question clinique. Comment? Une question sur la clinique adolescente. J'étais particulièrement intéressé quand vous avez évoqué que, voilà, pour le sujet, il y a une espèce de rétroaction de I' sur I, une forme de dialogue, là, vous venez à nouveau d'évoquer. Et bon, l'une des caractéristiques majeures et surtout réelles du passage adolescent, c'est le réel du pubertaire, cette transformation du corps et du réel du corps. Et voilà, et après ça, vous avez, juste après avoir dit ça, vous avez amené comme ça ce point qui est sur l'axe, vous avez situé l'idéal du moi, là, sur ce schéma-là, entre I et A. Et je me demandais si vous pouviez, comme ça, en évoquant ce qui se passe un petit peu à l'adolescence, ce qui va se passer justement, est-ce qu'on est plus dans une refonte de I', de petit I' à petit I,
s'appuyant sur l'idéal du moi ou sur la refonte de l'I'. Enfin voilà, je me demandais comment est-ce qu'on pourrait éventuellement situer ça, quoi. Moi, je vais vous dire une chose, j'y crois pas à l'adolescence. Parce que je crois que c'est une construction idéologique de notre monde actuel. Il y a la puberté, c'est-à-dire des phénomènes corporels qui sont assez énigmatiques. Bah, c'est énigmatique, mais au fond, l'adolescence, ce qu'on appelle un adolescent chez nous, c'est un adulte mature qui peut avoir des relations sexuelles, qui peut même aller faire la guerre à l'occasion, puisque on leur fait faire la guerre en général, souvent, dans certains endroits. Et même chez nous, ça s'est produit d'une certaine façon. Et au fond, c'est quelqu'un qui, du point de vue alors de son inscription dans les discours ambiants, n'a pas les moyens de réaliser son désir selon son vœu. Hein. Pas au sens inconscient du terme, mais il ne peut pas décider, tiens, je vais aller en vacances, tiens, je ne vais pas faire ça, je voudrais acheter une belle voiture. Il ne peut pas payer le prix de son accès à certaines modalités de jouissance qui lui sont proposées dans le lieu où il habite. Donc on le traite, on en fait un sujet bridé, un sujet... mais je ne comprends pas très bien ce que sont la clinique de l'adolescence. Je la lis régulièrement. Hein, je la lis. Mais c'est une clinique qui me paraît très idéologique, mais qui repose c'est une clinique, je dirais, phénoménologique, mais ce n'est pas une clinique de la structure. Parce que l'enfant à 18 ans, à 18 mois, je veux dire, le stade du miroir, ça veut dire enfin, 18 ans, bravo. Ça veut dire que l'enfant, à 18 mois, il est constitué comme un sujet et il dispose de toutes les clés. Pas des significations qu'il aura à développer dans son existence, dans ses rencontres, mais il est déjà constitué comme sujet du signifiant, et définitivement, voilà, c'est ça. L'Oedipe, il se termine à 18 mois pour Freud et pour Lacan. Pas pour Freud, pour Lacan. Bon. Alors, je ne situerai pas l'adolescence. Non, mais c'est bien. Maintenant, je suis d'accord avec eux. Je la situerai, puisque je travaille avec des enfants plutôt, et ça, il n'y a que la clinique qui peut le révéler, c'est pas dans les bouquins qu'on apprend. Ça se passe au moment, je veux dire, il y a un coup de réel à un moment donné dans la vie de tous les hommes et toutes les femmes, qui se passe plutôt aux alentours de 12-13 ans. Bon. Ça dépend. Non, mais ça dépend, certes, mais ce coup de réel, il n'est pas comme il y a des ondes qui se propagent quand il y a un séisme, etc. Il n'est pas sans effet. Et c'est pas que des ridules à la surface de l'eau. Voilà, il y a donc en tout cas une clinique de ce coup de réel dans l'existence qui va donner au mieux juste des questionnements et des changements d'attitude, etc. Parfois au pire, ce qu'on appelle dans le champ psychopathologique des décompensations. Voilà, donc c'était aussi par rapport au réel de la clinique. C'est pas, c'est très intéressant que vous ayez situé l'adolescence sur un plan quasi sociologique, mais je ne peux pas être totalement d'accord avec vous, ne serait-ce que du point de vue de la psychopathologie, où il y a des émergences de la structure, certes, mais parfois, voilà, des coups de réel comme ça qui font séisme. Les clientes de Freud étaient d'ailleurs, les clientes historiques de Freud étaient d'ailleurs des grandes adolescentes. Il y a des adolescents jusqu'à 60 ans. Oui, non. C'est le jeu du Mésil qui disait l'adolescence, on sait quand ça commence. Mais est-ce que ça serait pas une... Excusez-moi Patrick, mais est-ce que ça serait pas une... Parce que vous venez d'en parler justement à propos à 18 mois, voilà, on est fait. Mais est-ce qu'à l'adolescence, il n'y aurait pas comme ça une possibilité, du fait des transformations du corps et des ressentis différents, une possibilité que se donnent, selon les cultures différentes, ces sujets de fourrer leur jouissance quelque part dans une représentation plus ou moins acceptable. Moi, je vois ça plutôt comme ça.
Parce que la jouissance, elle est là avant, elle est là tout le temps. Mais à l'adolescence, il y a peut-être moyen, mais alors je dis bien de façon mensongère, par exemple, hein, de fourrer quelque chose quelque chose de la jouissance dans une représentation un peu tenable selon la société où on est. Oui, ça, je dirais ça comme ça. Oui, mais je suis d'accord avec ça. Oui. Moi, je suis d'accord avec ce truc-là. C'est des significations sociales, c'est des significations, mais c'est pas la structure. Non, Hein? non, c'est pas la structure qui bouge. Donc, c'est pour ça que ça fait problème pour moi, c'est tout. Ça fait problème à ce niveau-là. D'accord. Hein? Oui, d'accord. Ma question, c'est qu'est-ce qui... Parce que quand un adolescent, il veut pas aller à l'école, pour moi, c'est pas pathologique. Hein? Il veut pas aller à l'école, c'est tout. Mais il n'a pas les moyens de pas y aller. Hein? Donc il est obligé d'y aller, mais c'est pas anormal de ne pas vouloir aller à l'école, c'est tout. Hein? Voilà, c'est tout, c'est ce que là que je veux dire. Moi j'ai assisté il y a très très longtemps en Afrique, voyageur, j'ai assisté à des grandes cérémonies d'initiation. D'ailleurs aux dernières très grandes cérémonies d'initiation qui se passaient au Sénégal, où il y avait 25 000 jeunes adultes entre 10 et 15 ans. Donc chez eux, une petite fille pubère à 10 ans, c'est une femme. Il ne reste plus qu'à passer par la procédure symbolique d'une initiation qui est organisée dans un contexte particulier, bien sûr, mais ce sont des adultes déjà. Donc ils ne peuvent être initiés que parce qu'ils sont déjà adultes, reconnus comme tels, et leur vie va être orientée par la cérémonie qui va les instituer comme tels. Hein, voilà. Donc il y en avait 25 000 comme ça. Il y avait donc comme c'était de plus en plus rare, ils ne pouvaient pas les organiser régulièrement, il y avait des adultes, des petites, pour moi c'est pas des petites filles, c'était déjà des femmes. Il y avait des petites filles et des femmes plus âgées, comme ça, il y avait 18-20 ans, des hommes pareils, mais ils étaient traités de la même façon. C'était fini, leur vie d'enfant était finie, hein, parce qu'ils étaient déjà matures, corporellement, et que donc, il n'y avait pas ces problèmes que l'on rencontre, nous, avec nos adolescents, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, hein. Je pense que c'est des significations, c'est une clinique phénoménologique, la clinique de l'adolescent, telle que je la lis partout. C'est pas de la structure pour moi. Lacan il dit très bien que les théories sexuelles infantiles, d'ailleurs Freud le dit, les théories sexuelles infantiles de l'enfant sont aussi élaborées, pas plus connes et aussi intelligentes que celles des adultes. D'ailleurs, quand on interroge, c'est la même. Donc, du point de vue, ça y est, l'armature symbolique, le sujet, il est déjà là, constitué très très tôt. Lacan, l'homme au loup, il considère que ça s'est passé à 6 mois, pas à 18 mois, à 6 mois. Bon, Freud, c'est pas Freud qui a inventé les stades, hein. Les stades de l'enfant, adolescent, maturité, sénescence. C'est Abraham qui a fait ça. Donc Freud l'a adopté, mais c'était pas sa classification. Quand il reçoit le petit Hans, il le traite vraiment comme un adulte. Il le reçoit, boum, il lui balance le mythe oedipien, et puis voilà, et puis ça sort le petit Hans de sa phobie. Bon, la suite sera pas aussi bonne qu'on le pensait, mais il fait ça, Freud. Quand on reçoit des enfants, c'est un peu pareil. Alors, moi, cette histoire d'adolescence, pour moi, ça fait question, très question même. Très question. J'ai essayé de faire attention aux mots, j'ai commencé par parler du pubertaire, c'est-à-dire du coup de réel. J'ai repris les mots. Oui, alors, cette histoire de... Oui, je sais pas, cette puberté... le coup de réel, pour moi... c'est pas un fait de structure. C'est pas un fait de... Voilà, pour moi, c'est pas un fait de structure. C'est un fait corporel. Sauf... Vous comprenez? Comment? De l'organique. Oui, sauf que c'est organique. Oui, c'est de l'organique. Et ça donne une structure de langage. Donc quand il prime A change, puisque c'est ça qui se passe, cette image virtuelle, si j'ai bien compris ce que vous avez avancé. Oui, mais le miroir, là, c'est pas celui-là, hein, le miroir dont je parle. Là, c'est une analogie. Le miroir, c'est le monde. C'est le monde. Si on lui dit qu'il est adolescent, il dit je suis adolescent. Hein, c'est ça, quoi. Les adolescents, on dit t'es un adolescent. Ben oui, je suis un adolescent.
c'est un adolescent. Donc le corps qui change, le pubertaire, c'est pas un truc réel dans la structure. Le corps qui change dont il parle, ça serait au niveau du vase, juste. Comment? Ça serait juste au niveau du vase du début. C'est tout. Moi, je crois qu'à la sortie du miroir, ça y est, le sujet est constitué avec son imaginaire spécifique, avec son rapport au monde. C'est là-dedans que ça va se jouer pour lui tout le temps. Hein. Les modifications corporelles. Parlons du vieillissement. Ah oui, il y a des gens, à 50 ans, c'est des vieux, ils sont presque morts. Il y a même des gens qui sont morts avant d'avoir même vécu, parce qu'ils sont déjà morts à l'âge de 15 ans, ils sont déjà des morts, ils attendent la mort. Il n'y a pas de corrélation entre la structure signifiante et le réel de l'organisme. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a un trou entre les deux. C'est pas par hasard que Lacan parle de « il n'y a pas de rapport sexuel ». Ça ne s'inscrit pas dans le signifiant. La maturité corporelle ne s'inscrit pas dans le signifiant. C'est pour ça que Lacan renonce au début à la prématuration du petit enfant, pour dire non, il s'agit d'un découpage, morcellement du corps par le signifiant. Et très tôt, très tôt, stade du miroir, très tôt. Alors, justement, est-ce qu'il n'y a pas un passage du stade du miroir au schéma optique? Vous partez du schéma optique, et je suis assez intriguée par ça, et vous introduisez le stade du miroir après, dans votre démonstration. Mais alors qu'il me semble qu'il y a d'abord le stade du miroir et après un passage au schéma optique. C'est-à-dire... Oui, mais le schéma, on utilise le schéma optique par analogie déjà. Ouais. Donc il faut essayer de comprendre que ce n'est pas selon les lois de l'optique que ça fonctionne selon les lois du signifiant. C'est-à-dire que l'imaginaire se structure à partir du signifiant. Et ce n'est pas, c'est pas à partir... à partir d'un miroir plan. Non, mais un miroir plan, ça n'existait pas, les miroirs plans, là, ça existe depuis combien de temps, ça? Très peu de temps, même pas un siècle, des miroirs comme ça. Les gens, autrefois, se voyaient dans des miroirs opaques, ils ne se voyaient pas dans les miroirs. Comment? Le miroir de l'appareil analogique n'est pas le miroir dans lequel le bébé se reconnaît dans la vidéo, ni le lac dans lequel Narcisse se regarde et se mire. Qui est plus un miroir concave. Par contre, j'aimerais savoir, là, dans l'appareil analogique, si les deux trous dans le miroir concave permettent de contempler, avec ses deux yeux, l'image du miroir plan. Oui. Alors ça, donc l'image que l'on voit... Les trous, c'est parce que c'est un appareil d'ophtalmo, ça, C'est pas volontaire. Mais du coup, ça permet de déplacer simplement l'œil du bord du miroir concave qui ne voit pas le bouquet dans le vase à l'œil dans le miroir, à travers le miroir concave. Je fais une analogie belle avec le fait que faut-il être dupe d'un appareil optique. Il faut pas... Je vais vous le passer d'ailleurs pour que vous le maniez-le si vous voulez. Et on va continuer à discuter si vous voulez. Maniez-le, essayez de ne pas me bousiller. Le miroir plan, il est fragile, parce qu'il ne tient pas bien, il faut le tenir. Vous allez voir, faites varier les choses. Alors comment dire ça? Il ne faut pas confondre la logique du vivant avec la logique du signifiant. C'est pas congruent. Et c'est pour ça que moi je suis un peu excessif, mais parce que je soutiens ce truc, c'est pour ça que je sais qu'il y a une clinique de l'adolescence, mais pour moi, l'adolescence, c'est pas un réel. C'est une représentation sociale. Parce que les adolescents dans d'autres types de sociétés, par exemple les Chinois qui envoient des enfants très jeunes dans les usines pour fabriquer nos iPods, des machins comme ça, on les traite plus comme des enfants, c'est des esclaves. Etc. Bien sûr. Très bien. Donc ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont? Ils ont sûrement des pathologies. Ils ont des pathologies qui sont liées tout simplement au fait qu'ils n'ont pas les moyens de réaliser leurs désirs. Parce que ce qui nous pousse dans la vie, c'est un désir. Il faut des moyens pour réaliser son désir. C'est pas toujours comme ça, je suis désirant. Il faut quand même qu'il y ait des objets qui viennent apporter une certaine satisfaction dans la vie. Et si on vous prive en permanence, c'est pas pour ça que vous allez refouler le désir, mais vous allez faire des symptômes. Et je pense que chez les adolescents, c'est pour ça que je les prends de ce côté-là, ce sont des sujets désirants qui sont en pleine force physique pour
réaliser leur désir en tant que c'est un désir sexuel, mais que c'est une société qui ne leur donne pas les moyens de pouvoir les réaliser. Leur signature compte pas, ils ne votent pas, il y a un certain nombre d'interdits qui leur sont signifiés, et ils sont complètement dépendants matériellement de leurs parents. S'il y a un truc dont ils ont le droit, c'est que maintenant ils peuvent consommer. Il y a un marché de l'adolescence. Oui, alors il y a un marché. Ça c'est pas mal. Ah oui, ça, au moins le marché, il ne fait pas ces il n'en fait pas justement des catégories autres que d'être des consommateurs. C'est-à-dire qu'au niveau des consommateurs, on est tous les mêmes. Mais moi je trouve votre réflexion de ma question tout à fait passionnante. Juste comme ça, au passage, une caractéristique de cette clinique, qui n'est pas toujours une clinique de la décompensation schizophrénique en particulier. C'est aussi, et là je veux bien reconnaître qu'il y a beaucoup d'effets de mode dans les articles, etc. Mais, enfin moi je la rencontre pour de vrai dans le réel, c'est aussi une clinique de l'errance et de des ruptures extrêmes. Alors, voilà, il y a un réel de la clinique, de l'arrêt de l'école, de l'arrachage de la famille, etc. Et a priori, on n'est pas dans des structures psychotiques. Hein. Enfin, il y a aussi une clinique des sans domicile fixe. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux que des êtres humains n'aient pas de quoi se nourrir, n'aient pas un logement, ne peuvent pas habiter quelque part et vivre comme ça se passe dans d'autres sociétés. Ça existe, c'est nouveau ces phénomènes-là. C'est des phénomènes liés à notre développement. Donc il y a un réel de la clinique à ce niveau-là, et notamment la question de la demande s'efface, s'étiole. Réalité pas réelle. Et quand on travaille avec des sans-abri, je peux vous dire que quand la parole s'efface et quand la demande s'étiole, on est bien sur des coups réels qui viennent double trouer la parole. Hein. Des trous de réel ou des trous de la réalité. Hein. Voilà, là, il a amené la différence entre réalité au départ et réel. C'est pas la même chose. C'est la clinique de la réalité à laquelle on a affaire. Moi je pense que c'est comme ça que ça se passe, les choses. Hein, qui est tout aussi mortelle que l'autre. Évidemment, si vous êtes obligé de dormir dans la rue et que vous avez des pathologies, bien entendu. Surtout si en plus de ça, on y greffe une clinique. Moi, la clinique, c'est ou la névrose, ou la psychose, ou la perversion. Il n'y en a pas d'autres. Donc il y a des sujets qui sont psychotiques, c'est pas encore décompensé, et que les conditions sociales de leur existence va les faire partir dans un déclenchement de leur psychose qui leur rend impossible de pouvoir se lutter pour pas aller dans la rue. C'est comme ça, moi je le vois comme ça. Hein. Je le vois comme ça. Pour moi, ça n'existe. C'est pas de la clinique de la structure, toutes ces manifestations dont on parle. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on est en train de nous balancer le DSM, qui va être une clinique du comportement. Pas du tout une clinique du sujet désirant. Ben non, on n'a pas attendu le DSM-5 pour le savoir. Non, mais ça veut dire que c'est en train de se concrétiser. C'est en train de se concrétiser. Depuis longtemps. Hein, oui. Au début du DSM, enfin, c'est au DSM-3 où ils ont retiré les notions de structure. C'est pas par hasard que ça vient là. Moi, je sais pas, en travaillant avec des clochards, j'ai l'impression qu'on était quasiment toujours dans le champ de la psychose, en travaillant avec des adolescents qui disent je ne vais plus à l'école, je me casse de chez moi, etc. On est très rarement dans le champ de la psychose. C'est-à-dire qu'on n'est pas face au même nuage de structure. Les gens qui ont besoin du réel de la rue et de l'exclusion réelle pour se soutenir d'un corps, qui prennent comme nouage réel, comme l'atteinte au corps réel, à l'organisme pour le coup. Il n'y a pas d'atteinte au corps réel Chez un clochard ? Oui. Ah pardon, mais qu'est-ce que vous appelez une atteinte au corps réel de clochard ? Écoutez, les escarres, l'alcoolisme, les gangrènes, quand on dort tout nu dans la rue avec oui, non, voilà, c'est ça.
cette réalité-là. Et pour vous, ça toucherait à la structure? Ça fait partie, si on prend au sens du nuage, ça fait partie du nuage. Il y a, moi j'avais commencé par travailler sur la porosité entre la psychiatrie et la rue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne tiennent pas le coup en psychiatrie et qui tiennent le coup en vivant dans la rue, dans des états d'incurie dramatiques. Des vêtements qui s'incrustent dans la peau. Alors je sais pas, ou alors on fait fi de tout ça, mais quand ce sont des personnes qui... non, on fait pas fi. C'est pour ça que je m'avance à dire que dans la névrose, c'est le corps est colonisé par le signifiant, est troué pour donner une consistance imaginaire. Dans cette clinique-là, le corps il est troué pour de vrai. C'est-à-dire que là, la létalité du signifiant, on la voit bien. Avec des gens qui ont des empilements de manteaux sur eux, qui viennent s'incruster dans le corps, et puis on retrouve dans leur histoire, après avoir passé suffisamment de temps auprès d'eux, une histoire d'uniforme ou de manteau, de paquets de vêtements, qui est bon, voilà, on voit bien que ça revient, comme disait Lacan, ce qui a été folklore revient dans le réel. Bon. Donc je repars de ces histoires de clochardisme pour revenir sur cette clinique adolescente. Mais vous dites que les clochards sont dans la psychose, c'est ça? Moi, pour ce que j'ai vu, c'était très souvent ça. Dans la clinique. Donc c'est parce qu'ils sont psychotiques qu'ils se trouvent un jour dans la rue. Avec les conditions favorables à ça. Oui. Non, mais c'est-à-dire qu'il y aurait une structure, on ne saurait pas laquelle, le coup de réel, effectivement, dans le corps de la vie de la rue, pour vous posez que ça toucherait à la structure et ça ferait passer dans la psychose. Non, je dis le contraire. Je dis qu'il y a quelque chose qui permet de tenir à des gens, à certaines personnes qui sont sans doute concernées par la psychose. En tout cas, pour ce que j'ai vu, c'était souvent ça. Il y a quelque chose qui leur permet de s'équilibrer dans cette existence-là. Hein, ça ne tient pas à l'hôpital et puis ça tient dans la rue. Bien sûr, voilà. Donc c'était avec ceci en arrière-pensée que je m'interrogeais sur ce qu'on dirait, de ce qu'il en serait d'une clinique adolescente, où on voit souvent des phénomènes comme ça de grande rupture familiale et souvent scolaire, et aussi des phénomènes d'errance. Voilà, je m'interrogeais par rapport à ça. En amenant cette idée qu'il y a ce coup de réel. Là, quand on parle de l'insuffisance du petit Hans pour vraiment situer ce qui se passe au début dans la relation imaginaire, qui est déjà adossée au symbolique entre le petit Hans et sa mère. Bon, il y a quand même un coup de réel au moment du passage du pubertaire, où cette insuffisance, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus une insuffisance, comme vous disiez. Vous parliez de jeunes filles, d'enfants, dès qu'ils sont pubères, ils sont femmes. Bon, ça, j'appelle ça un coup de réel, au sens où ça vient tamponner la réalité sociale, etc. Il y a une maturation organique. Il y a une maturation organique dont on tient compte. Mais c'est pas lié au signifiant, ça. C'est pas lié au signifiant. Alors, pour les clochards, moi, je préférerais qu'on fasse plutôt trouver des solutions politiques que des solutions psychopathologiques, c'est tout. Les clochards, il faudrait résoudre aussi un problème politique. Est-ce qu'on peut laisser des contemporains comme nous, qui ont par malheur se retrouvent dans des situations comme ça, est-ce qu'on peut les laisser comme ça dans la rue, dans le froid? Ça, c'est des trucs politiques pour moi. Et le problème de l'adolescence, pour moi, ça a une dimension plutôt politique que clinique. Hein, c'est tout, c'est comme ça que je le dis. C'est pour poser comme clinique, ça me fait penser à la clinique de la toxicomanie, il y aurait d'autres choses. Oui, moi je veux bien parler d'autres choses. Donc c'est bizarre que tout ça m'évoque la réalité c'est la réalité, oui. En CMP, la réalité du travail en CMP, où j'ai été un peu heurtée au départ qu'il y ait une application par des gens qui se disaient très lacaniens, enfin en fait ils étaient minériens, et qui mettaient dans leur bureau, pour les enfants, un miroir à hauteur d'enfant, spécialement pour, soi-disant, faire tout. Bon, donc je trouvais ça strictement ridicule. Puis un jour, j'ai quand même eu un peu une explication sur le ridicule tue. C'est la fois où j'avais une patiente jeune, très poupée, habillée très poupée, autiste vraisemblable, mais enfin du moins hyperactive, dingue, folle, rendant folle d'ailleurs sa mère, et la mère m'apparaissant éventuellement comme folle. Il faut dire qu'elle ne pouvait plus dormir non plus, la mère. Donc ça rend les gens fous, ça, de ne pas dormir. Et
au décours des diverses choses, c'est la mère qui évoque la question du miroir en me disant « Mais vous savez pourtant, j'ai mis un miroir, le grand miroir de l'armoire, devant son lit et tous les jours je lui dis « Elle est où ?» Et avec son prénom. Mais je lui dis non, dites-lui juste que vous la reconnaissez. Bon, je vous dis pas le prénom parce que si jamais cette dame va regarder Facebook, ça me gênerait. Donc, disons Jacqueline. Disons Jacqueline. Message privé. Donc, disons Jacqueline. Elle est où Jacqueline? Son nom en message privé. Elle est où Jacqueline? Et donc je dis, mais non, pourquoi vous lui dites pas simplement? Et là, je fais cette chose bête que je vais avec l'enfant et sa mère en disant, mais dans le stade du miroir, parce que j'ai compris, c'est que le bébé, il se tourne parce qu'il reconnaît sa mère et sa mère est là, donc il se voit lui dans les bras de sa mère, et donc j'emmène la mère tenant sa fille devant le miroir de la salle d'eau au-dessus du lavabo. Et alors là, je dis, dites-lui son prénom. Et alors elle dit, à ce moment-là, elle dit, elle est où Jacqueline? Et je dis, non, dites-lui juste Jacqueline. Donc j'apparais comme tiers et je dis, ah, c'est toi Jacqueline. À ce moment-là, elle se tourne vers moi, mais je vous assure qu'elle est restée psychotique. J'ai juste réussi à ce qu'elle ne réveille plus sa mère toutes les nuits et la mère est devenue plus calme. Mais à part ça... la structure, on ne peut pas intervenir comme si on était dans le mécanisme en tant que thérapeute en voulant faire pirouetter le truc. Ça se passe que par la parole. Oui. Mais alors quand on est situé entre l'enfant et sa mère, et où on a sur le groupe autisme, on a bien vu que les mères sont très capables de dire qu'elles ne sont pas comme ça. C'est vrai qu'il y en a aussi d'ailleurs des mères d'enfants autistes qui ne sont pas des mères frigidaires comme à des gricanaires et non pas ni l'accord ni l'alto. Mais la froideur typique d'une mère qui, au lieu de serrer sa fille dans les bras le matin ou la nuit quand elle la réveille, etc., lui dit, en regardant dans le miroir, elle est où, Jacqueline? Au lieu de lui dire, Jacqueline, qu'est-ce qui va pas? Ou de la serrer dans ses bras. C'est vrai que ça donne une impression terrifiante pour celui qui entend tout ça. Est-ce que vous avez pigé qu'avec le stade du miroir, j'ai pointé qu'en gros, la structure se constitue et est achevée à 18 mois. Donc après, est-ce que vous l'avez pigé? Et que l'enfant entre, lui, parce qu'il accepte ça, il a fait le choix d'adopter les signifiants qui lui viennent de ses parents, mais il n'y a aucun rapport de causalité entre ce que fait la mère et ce que va devenir l'enfant. Il n'y en a pas. La mère n'est jamais responsable de ce qui va arriver à son enfant, c'est pas vrai, le père non plus d'ailleurs. Ils font comme ils peuvent avec l'enfant, et si vous voulez, la dénégation, la forclusion et le démenti, ce ne sont pas des mécanismes, ce sont des stratégies du sujet. Le sujet, devant l'angoisse de castration, tout simplement quoi? Je me vois dans cette image, je voudrais être comme ça, mais je me rends compte, par l'angoisse que j'en éprouve, que je suis châtré d'une certaine façon. Ou bien il le reconnaît, et donc il va dialoguer éventuellement avec ses parents, et alors il sera un névrosé comme les autres, ou bien il n'en veut pas, il n'en veut rien savoir, il risque d'être psychotique, parce que s'il rejette tous les signifiants qui lui viennent du réel et qu'il ne veut pas les utiliser, il va être psychotique, ou bien il fait un démenti de la castration et il sera pervers. Mais jamais il y aura un lien direct entre la mère et l'enfant. La cause de la structure, entre l'effet et la cause, il n'y a pas de lien. C'est quand même ce qu'on a découvert dans la psychanalyse. C'est pour ça que... Moi, j'ai travaillé avec un enfant autiste, on ne peut le faire qu'avec la mère. J'ai fait un texte sur qu'est-ce qu'un enfant, j'ai pas trouvé de solution. J'ai étudié dans le discours du MEC, dans le discours universitaire, dans le discours analytique. On ne peut pas définir un enfant. On finit par dire un enfant, c'est pas une grande personne, c'est tout. C'est pas une grande personne. Disons bébé. C'est pas une grande personne. 18 mois enfant. Hein? Comment? Disons bébé jusqu'à 18 mois et 18 mois enfant. Alors,
je continue mon truc. Je me suis dit, mais alors, bon, Lacan, quand on parle d'adulte, ça le faisait rigoler. Il sait pas on ne peut pas définir un adulte. Et finalement, un jour, au détour d'un séminaire, il commente un cas clinique et il dit la seule différence entre l'enfant et l'adulte, c'est que l'adulte, il travaille, c'est tout. Il touche un salaire, c'est ça un adulte. Mais du point de vue du désir, du point de vue de tout le reste, de la jouissance, il n'y a aucune distinction. Voilà, c'est tout. Il travaille donc, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille, il rentre donc dans un lien de discours, qui est celui d'ailleurs quand il travaille de l'exploitation de l'homme par l'homme, puisque c'est ça le travail, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, et à ce moment-là, il va pouvoir se donner certains moyens pour se protéger un peu, de ne pas vivre dans la rue, d'avoir à manger, de pouvoir vivre en synchronie ou avec son monde, c'est-à-dire la réalité du monde actuel. Hein, il ne s'agit pas de se sortir de là. On a affaire à des discours qui nous surdéterminent et auxquels on est obligé de se plier, on est obligé de les reconnaître. On ne peut pas faire autrement. Hein. C'est notre réalité présente pour nous, pour tous. Hein. C'est comme ça. Si je peux reprendre le dernier exemple que j'ai essayé de prendre, le terme qu'utilise Lacan pour Hans et sa mère, donc il parle d'insuffisance. Et voilà, au moment où l'exigence pulsionnelle se pointe, Hans a commencé à façonner sa scène fantasmatique, il se rend compte que, voilà, insuffisance. Voilà. Et c'est à travers le défilé, comme ça, du désir, de l'au-delà du désir de sa mère, qui va commencer à pouvoir essayer à moduler ses stratégies par rapport au phallus et à moduler ses stratégies pour se positionner par rapport au phallus. Et qui pourra accéder soit à du symptôme, soit à un petit peu plus de solidité métaphorique. Bon. On est dans le plan d'une insuffisance, pour en rester à ce terme-là. Quand il se passe que cette insuffisance, ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus insuffisance, on peut faire ce qu'on veut de sa jouissance. Il y a bien là ce que j'ai sans doute maladroitement appelé un coup de réel dans l'existence d'un sujet. J'ai appelé ça adolescence, sans doute maladroitement aussi. Mais voilà, il y a bien quelque chose d'une inflexion, d'une consistance. Oui, mais alors à quel niveau est-ce mais vous substantivez le réel. Alors que justement, le problème, c'est que c'est impossible. Le réel, c'est l'impossible. C'est ça qui permet le progrès, c'est de se rendre compte qu'il y a des choses impossibles. Donc on n'insiste pas. On n'insiste pas. Au stade du miroir, quand je vous ai pointé, justement, je ne l'ai pas commenté vraiment, dans l'image virtuelle, il y a le phallus manquant. C'est que le sujet lui-même, il le perçoit. Il le perçoit comment? Il le perçoit tout simplement parce qu'il se rend bien compte qu'il y a une béance entre sa jubilation qui le porte à se mettre debout et le fait que c'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît l'autre. Il s'adresse à sa mère, et sa mère lui répond, parce que d'un seul coup, il passe du registre purement de son aspiration dans l'imaginaire au registre de la parole. Et évidemment, la parole de la mère ne va pas pouvoir combler tous ses besoins, parce que ça resterait au niveau d'un besoin. Hein, il est obligé de reconnaître l'autre, donc il fait des demandes. Et quand on commence à demander à l'autre, l'autre il ne peut pas toujours répondre, mais il faut bien accepter ça. Mais par contre, demander à l'autre, c'est une façon de se socialiser. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas demander, alors qu'il faut passer sa vie à demander tout le temps, le plus possible, tout le temps, à tout le monde, parce qu'au moins ça fonctionne. Parce que si on veut réaliser son désir, il faut demander. Si on ne demande pas, on ne réalise pas son désir. Il faut demander à l'autre s'il est d'accord pour faire telle chose avec vous, s'il est prêt à faire ci, voilà. Hein? Oui. C'est fini? On se finit. On peut discuter tout en étant fini.